de commerce sont des propos qui restent entre l'auteur de la communication et le juge. Ça ne sort pas. Voilà. Donc il y a une discrétion absolue. Je précise ces éléments-là parce que vous verrez un peu plus tard, on en reparlera, c'est pas facile pour tout le monde d'aller passer la porte d'un tribunal de commerce et de se dire je prends contact avec des juges. Rien que le mot juge fait apparaître la notion de jugement. Et évidemment, quand on va se faire juger, on a l'impression, enfin, c'est une impression qui n'est pas excessivement positive. Suivant, Pierre. Je suis là, contentieux. Oui. Oui. Le tribunal de commerce a un certain nombre de missions. La première, c'est la mission de contentieux général, c'est-à-dire les différends entre entreprises. La deuxième, c'est les référés. C'est des procédures un peu plus rapides quand il y a évidence dans les dossiers. Les procédures collectives, on aura l'occasion d'en parler ce matin à un moment donné. Et puis la prévention, qui est un sujet excessivement important du tribunal de commerce. Et je ne dis pas ça parce que je m'y investis, mais parce que vous le verrez et on essaiera de vous le démontrer. C'est bien dans ce domaine de la prévention qu'on arrivera à faire diminuer les chiffres des dépôts de bilan. Peut-être par ça, Stéphane, voir avec elle. Ouais. S'il vous plaît, est-ce que tout le monde peut couper ses micros, à part celui qui parle, évidemment. Merci. Oui, je vais essayer de laisser. Je disais donc la prévention, c'est ça qui fera diminuer à un moment donné les chiffres des dépôts de bilan et des liquidations judiciaires. Il y a des procédures amiables aussi, on les évoquera avec Guillaume ce matin. Et puis il y a aussi, parce que il y a énormément de dirigeants d'entreprises qui sont vertueux, mais il y en a qui le sont un peu moins, donc il y a aussi des procédures de sanctions. L'activité je vais donner quelques éléments sur l'activité du tribunal de commerce. On est dans un contexte où les entreprises sont confrontées à deux phénomènes, soit des accidents de parcours, soit des crises durables. Et évidemment, ce n'est pas la même chose, un accident de parcours ou une crise durable. Les conséquences, attendez, j'ai un problème de, voilà. Les conséquences de la crise sanitaire, faire face aux pertes d'exploitation, faire face à des dettes accumulées, comment obtenir des financements, des problématiques de financement de LBO, parce qu'il y en a quand même pas mal qui existent, relancer une activité, réinvestir, problématiques humaines de la remise au travail. Toutes ces conséquences que j'évoque de façon un peu rapide sont vraiment une crise profonde et durable qui touche toutes les entreprises aujourd'hui. À ça vient se cumuler le fait que, en plus, le Covid a oxygéné artificiellement un certain nombre d'entreprises pendant 1 an ou 2 ans. Mais les chiffres ont la tête dure et la réalité économique de l'entreprise, hélas, est ressortie au bout de ces 2 années. Donc depuis 2022-2023, l'oxygénation continue un peu, mais est moins forte. Et en 2024, on le verra dans les chiffres juste après, en 2024, évidemment, la conséquence de la mauvaise santé qui existait déjà avant la crise Covid, accentuée par la crise Covid, a produit des résultats catastrophiques dans les dépôts de bilan. Je passe rapidement aux chiffres. Oui, juste un élément sur l'Ukraine. Il y a quand même des conséquences qui sont pénurie et hausse brutale des matières premières, hausse des prix et baisse du pouvoir d'achat, donc pas très favorable à l'économie, augmentation des salaires à supporter, hausse des taux d'intérêt. Enfin, il y a un certain nombre de conséquences à cette guerre d'Ukraine qui vient impacter et produire de la difficulté pour beaucoup d'entreprises.
quelques chiffres. Je vous ai remis les chiffres à partir de 2019 jusqu'à 2024. Conciliation, il y en a une petite centaine dans l'année 2024. Mandat ad hoc, il y en a une petite cinquantaine dans l'année 2024. On le verra après parce que ça ne dit peut-être pas grand-chose pour vous encore, conciliation, mandat ad hoc, mais c'est des procédures qui permettent de résoudre les problèmes bien en amont des véritables difficultés et des grosses difficultés des entreprises. Et vous voyez bien que même si elles existent, elles sont sans doute pas suffisamment nombreuses. Suivant. Suivant, Pierre. Je ne veux pas venir, désolé. Ah. Qu'est-ce qui se passe encore? Diapositive 8. Ah. Bon, elle concerne, cette diapositive, le temps que ça revient, concerne les sauvegardes, qui sont aussi une procédure en amont qui sont déjà des difficultés d'entreprise, mais qui sont relativement prises en amont. Vous ne le voyez pas, mais ça y est, on a 14 sauvegardes dans l'année 2024. Et c'est un chiffre qui est équivalent à celui de 2023 et qui était un petit peu supérieur à 2000. On a entre 10 et 15 par an. Rendez-vous à 15h avec Madame Pichot. S'il vous plaît, coupez vos micros, merci. Donc, on a environ une quinzaine par an. C'est pas beaucoup. Franchement, c'est pas beaucoup. Ça passe pas, Pierre? Vous voyez les redressements et les jeux de liquidation judiciaire en chiffres, là? Non. Moi, j'ai conciliation mandat ad hoc. Vous avez toujours conciliation mandat? Oui, j'ai 2 diapos de retard. J'ai 2 diapos de retard. OK, autant pour moi. Vas-y. Voilà, sauvegarde. Donc, j'ai une quinzaine par an. C'est pas beaucoup au regard du nombre d'entreprises. Et alors, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Redressement judiciaire, les chiffres augmentent. Vous voyez bien, hein, 2023, 90, 2024, 142. C'est quand même un bond relativement important. Et sur les liquidations judiciaires, 329 à 411. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, dans les redressements judiciaires, c'est que sur 100 entreprises qui viennent nous voir, 10 vont, dans le meilleur des cas, 10 vont relever du redressement judiciaire, ce qui veut dire qu'à contrario, 90, ça va être de la liquidation judiciaire. Et sur les 10 qui seront en redressement judiciaire, on sortira probablement 5 plans de redressement, et sur les 5 plans de redressement, on emmènera 3 au bout. Donc, si vous faites le calcul, et comme vous êtes tous soit dans la comptabilité, soit dans la gestion d'entreprise, ça fait 3% d'entreprises qui sont sauvées. Le chiffre est extrêmement sévère et pourtant il est réel. La raison de ça, on peut passer, Pierre, la raison de ça, c'est que l'arrivée des entreprises est beaucoup trop tardive. Beaucoup trop tardive. C'est-à-dire que quand elles viennent nous voir, les entreprises sont dans un état qui ne permettra pas de redresser. Donc, je le reprécise, 567 en 2024, procédures collectives, c'est-à-dire les redressements et liquidations cumulées. C'est des chiffres qui concernent 1500 salariés environ, et c'est des chiffres qui sont en forte hausse. Mais ça, c'est la fin de l'oxygénation et la fin du quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, les entreprises sont face à leur réalité économique et elles ont, pour beaucoup d'entre elles, beaucoup de difficultés à se redévelopper. Le redémarrage est quand même extrêmement complexe. Les principaux secteurs concernés, c'est le bâtiment pour 23%, les services à la personne pour 22%, le commerce pour 20%, l'hôtellerie-restauration pour 15%, et donc 20% pour le reste des activités. Vous voyez par exemple que
l'industrie, même si elle est concernée, n'est pas dans les secteurs les plus sujets à procédure collective. Quelques remarques sur ce qui s'est passé. On a un grand nombre d'ouvertures qui concernent des entreprises dont les difficultés étaient naissantes ou avérées avant la période Covid, je vous l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de ces entreprises sont très jeunes. C'est-à-dire que dans les dépôts de bilan qu'on a aujourd'hui, grosso modo, 50% d'entre eux, à peu près ça, sont des entreprises qui ont moins de 2 ans ou à peine plus de 2 ans. Des entreprises avec peu ou pas de salariés, 94% des dépôts sont des TPE, c'est-à-dire inférieurs à 10 salariés. C'est vrai que ce n'est pas facile de commencer comme à la taille de Bouygues ou de SPI ou de je ne sais qui, ou de Bernard Arnault. Néanmoins, on a énormément d'entreprises sans salariés, c'est-à-dire 70% des entreprises qui sont sans aucun salarié. Je ne sais pas exactement à quoi ça tient, mais on voit bien quand même que la période Covid a lancé beaucoup de gens dans l'initiative personnelle, dans la création d'entreprises, en disant je vais faire mon business et puis peut-être que c'est le télétravail, peut-être, enfin je ne sais pas exactement ce qui a produit ça. Néanmoins, le constat, c'est que beaucoup de ces entreprises aujourd'hui ont bien du mal à aller plus loin que les 2 ans de démarrage avec des aides. Pardon. Au regard de tous ces chiffres qui sont un peu négatifs, j'avais quand même envie de vous donner une petite note positive en disant il y a quand même dans ce pays un nombre d'immatriculations d'entreprises, donc de création de nouvelles entreprises qui est relativement conséquent, puisque vous voyez les chiffres. On est passé en 2021, alors là, c'est Covid sans doute, mais on est passé à 6 000. On a une légère décrue sur 2024. On est dans les. On était 6 600, on doit être dans les 6 000 à peu près sur 2024. Ouais. Donc, c'est vrai que si on fait le rapport entre le nombre d'entreprises qui ferment et le nombre d'entreprises qui se créent, globalement, il se crée plus d'entreprises qu'il ne s'en détruit. Après, il faudrait avoir la conséquence avec les effectifs concernés. Deuxième élément que je voulais vous apporter sur le tribunal, c'est les réflexions d'un juge commissaire. Alors, un juge commissaire, c'est celui qui est chargé dans les procédures collectives de suivre le bon déroulement et de faire en sorte que les redressements judiciaires et les liquidations judiciaires et les sauvegardes se passent comme il se doit et dans le meilleur contexte possible. Donc, première réflexion, le dirigeant ne vient pas naturellement au tribunal de commerce. Il y en a, je sais, dans l'Assemblée, il y a un certain nombre de dirigeants. Je ne suis pas sûr que vous ayez envie de venir rendre visite au tribunal de commerce. Ce n'est pas un lieu de promenade, ce n'est pas un lieu de contact naturel. On a peur de passer la porte du tribunal. On a la peur de ce qu'on va dire de moi si on me voit rentrer au tribunal. Ça va même plus loin. On a dans des organisations, on s'aperçoit que quand on fait des conférences ou des colloques, quelquefois, alors en vidéo c'est plus pratique, mais en physique ça l'est moins. Il y a des gens qui ne viennent pas, je le sais pour l'avoir discuté avec certains d'entre eux, il y a des gens qui ne viennent pas parce que si je vais à une conférence, par exemple, sur le redressement judiciaire, on va dire que ma société est en difficulté. Cette peur-là existe. La peur du jugement existe aussi, bien sûr. Beaucoup de dirigeants que nous rencontrons sont adeptes de la phrase magique « je vais m'en sortir » et tout seul, parce que je m'en suis toujours sorti tout seul, donc je vais m'en sortir. Vous verrez bien et vous le voyez bien que c'est une phrase qui n'a pas de sens. L'isolement et la solitude du dirigeant sont deux démons qu'il faut absolument contourner. Pourquoi tant de liquidations judiciaires?
les entreprises arrivent trop tard, on l'a déjà dit tout à l'heure, donc diminution de l'activité, carnet de commandes quasiment vide, manque de trésorerie, rentabilité écroulée, et en plus des problèmes de personnel. Quand une entreprise arrive devant nous et fait l'énoncé de ses difficultés, on n'a pas beaucoup de réponses à lui donner. La seule réponse qu'on a à lui donner, monsieur ou madame, c'est fini. On est obligé de passer directement à la liquidation. S'ajoute à ça des caractéristiques qui sont liées au dirigeant lui-même, l'instabilité économique, politique, environnementale, enfin tout ce qui nous entoure est relativement instable et c'est quelque chose qui est extrêmement pénible à vivre pour tout le monde et particulièrement pour les chefs d'entreprise. Le manque de vision, je ne vous fais pas un cours là-dessus, la période actuelle avec les difficultés de vision d'un pays, ne serait-ce que pour voter un budget pour l'année 2025, j'espère qu'on l'aura voté quand même avant la fin de l'année 2025, ça crée un manque de vision qui est excessivement pénalisant. Et puis, le dernier aspect du dirigeant, c'est la fatigue, l'usure. Nous avons au tribunal de commerce énormément de dirigeants qui arrivent usés. C'est-à-dire que c'est même des gens pour lesquels, quelquefois, on leur dit, mais on pourrait faire un redressement judiciaire, c'est-à-dire on pourrait essayer de sortir votre entreprise des ornières dans lesquelles elle se trouve. La réponse, elle est cinglante, c'est « j'en peux plus. Arrêtez-moi tout ça, j'en peux plus. Je n'en peux plus ». On a d'ailleurs des dispositifs d'accompagnement parallèles que vous connaissez peut-être, qui s'appellent APESA, qui permettent de répondre à certaines de ces caractéristiques. Merci. Donc, le métier de chef d'entreprise aujourd'hui, il est extrêmement simple, vous allez le voir en 3 phrases. Il faut être créatif dans un contexte tourmenté, anticipatif dans un contexte d'instabilité et pragmatique dans un contexte imprévisible. Ces 3 caractéristiques-là sont essentielles, mais elles sont très compliquées à gérer. La question qui se pose donc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter l'état de cessation de paiement, on le définira après, mais pour éviter d'aller au tribunal. C'est un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit en disant venez voir le tribunal, on a peut-être des choses à échanger ensemble, et en même temps, faites tout pour ne pas y venir. Mais vous voyez bien que l'approche n'est pas la même. Je crois qu'il y a 4 secteurs importants de l'entreprise dans lesquels il faut impérativement, alors c'est différent pour chacune des entreprises bien sûr, mais dans lesquels il faut essayer de repérer ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire des signaux qui, très en amont, voire même avant une quelconque difficulté de l'entreprise, des signaux qui nous font dire à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui va changer dans mon métier. J'en prends un très banal aujourd'hui parce que si on n'y réfléchit pas, on sera à un moment donné confronté à des difficultés énormes. L'intelligence artificielle dont tout le monde parle, si on ne réfléchit pas au contexte global de cette intelligence artificielle, aux éventualités de conséquences qu'elle peut avoir sur chacun de nos métiers, pour le moment, on est encore dans des signaux faibles parce que le développement n'est pas encore installé partout, mais ça vient vite. Mais si on ne réfléchit pas à des choses comme ça, aujourd'hui, quelle que soit son activité, je pense que dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, on sera pris de plein fouet et ça sera probablement difficile de s'adapter. Il faut vraiment l'anticiper. C'est la même chose sur le plan commercial. On peut avoir des signes de changement de comportement chez nos clients, des modes d'approche différents. Si on n'y prend pas garde aujourd'hui, 1 an, 2 ans, 3 ans après, on se posera la question, mais où sont nos clients? Que sont-ils devenus? La même chose sur la rentabilité. On peut avoir quelques éléments qui nous alertent bien en amont. Et sur le plan de la ressource humaine, je ne vous fais pas de dessin. Aujourd'hui, les mentalités, enfin, tous ceux qui sont confrontés à des recrutements savent bien que les critères sur lesquels
ont recruté il y a 50 ans quelqu'un qui allait faire une carrière pendant 40 ans dans une même entreprise ne sont plus tout à fait les mêmes chez les jeunes que nous recrutons aujourd'hui. Donc, si on ne prend pas garde à ces signaux faibles qui sont très, très en amont, ça peut paraître un peu philosophique. N'empêche que si on les a bien en tête et bien en arrière-plan de son cerveau, au moins on les verra, on sera capable de les percevoir si jamais il y a des modifications. Je vous ai mis, je ne vais pas lire la totalité des questions qui sont là. Comme vous aurez le support, vous pourrez les reprendre. Je vous ai mis une espèce de questionnaire, non pas magique, mais un peu significatif. Si vous répondez grosso modo 4 à 5 réponses oui aux questions qui sont là, il est urgent que vous veniez nous voir au tribunal de commerce. Vous êtes quasiment dans une situation de cessation de paiement ou qui ne va pas tarder à arriver en tout cas. Donc c'est un peu sinistre comme questionnaire, mais osez vous poser ces questions-là plutôt que de se voiler la face et de se dire je vais m'en sortir. Très bien. Oui. On arrête cette première partie et on passe à la présentation donc, des dispositifs. Oui. Donc, ah oui, pardon, il y a encore ce slide sur effectivement les causes les plus fréquentes de problèmes. Il y a quelques causes importantes. C'est des phases sensibles de l'entreprise, c'est la création plus 2 ans. C'est clair, on passe d'une situation où on a des aides à une situation où on n'en a plus et où il faut vivre de son activité. Si on ne prend pas garde à cette période-là, il y a beaucoup de chutes possibles. Les transmissions d'entreprise, c'est toujours un moment extrêmement délicat. Et puis les procès qui sont souvent mal engagés. Alors bon, un vieil avocat décédé aujourd'hui disait, qui a été longtemps dans les avocats d'affaires, disait un mauvais compromis entre 2 personnes valent mieux qu'un bon procès. Donc c'est un avocat qui le disait. Les erreurs de gestion, il y en a. Choix stratégique inadéquat, méconnaissance des prix de revient. Moi, je suis frappé de voir dans les entreprises qui arrivent au tribunal de commerce, quand on essaie de leur demander mais c'est quoi le prix de revient de votre fabrication, de votre produit, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse claire. Et on a beaucoup d'entreprises qui ont des tableaux de bord qui ne sont absolument pas maîtrisés. Ou inexistants. Les mésententes des dirigeants, il y en a beaucoup. Il ne faut pas se leurrer la face. Ce n'est pas facile de travailler à 50-50 ou à 51-49 dans les parts d'une société, même avec un bon copain, même avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Ce n'est pas facile. Il y a des moments où on peut se trouver dans des mésententes chroniques. Et puis, on a des manques de compétences. Quand je dis manque de compétences, ce n'est pas une accusation, c'est de dire être chef d'entreprise, c'est un métier. Être dirigeant, c'est un métier. Il ne suffit pas d'être le bon technicien du produit que l'on fabrique. Il faut être dirigeant d'entreprise, ce n'est pas la même chose. On a des défaillances clients importantes. On a de la sous-capitalisation chronique. Alors ça, c'est un phénomène qui est très étendu aujourd'hui. National même. Qui est national. Et on voit bien que les fonds de roulement ne sont pas suffisants pour financer les besoins en fonds de roulement. Et donc, inéluctablement, des problèmes de trésorerie. L'investissement est souvent mal financé. J'ai de l'argent, j'achète. Je rappelle une règle simple de la bonne gestion. Un investissement à long terme se finance par des crédits à long terme. Un investissement à court terme se finance par des crédits à court terme. Moi, on m'a appris ça quand j'étais jeune étudiant. La règle reste toujours vraie. Les gens qui mangent complètement leur trésorerie pour acheter du matériel aujourd'hui et qui le lendemain matin se disent mais avec quoi je continue à travailler, on en rencontre fréquemment. Et puis, les pertes structurelles, quand on a un exercice, 2 exercices, 3 exercices à la suite qui sont négatifs, on n'est plus dans des accidents de parcours, on est bien dans des crises profondes de rentabilité d'entreprise. Quelques outils à la disposition du dirigeant lorsque les tentatives de négociation de gré à gré ont échoué. Il y a ce qu'on appelle les procédures judiciaires. Elles sont. Alors, il y en a qui sont confidentielles et il y en a qui sont collectives et connues.
Les confidentielles, par définition, elles ne sont connues que de l'entreprise et de celui qui va intervenir, c'est-à-dire le mandataire ad hoc ou le conciliateur. On va y revenir dans un instant, c'est Guillaume qui le fera. Et les collectifs, c'est la sauvegarde qui est plutôt une procédure de prévention, et puis le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, qui sont ce qu'on appelle très concrètement des procédures collectives. Voilà, je passe la main à Guillaume, en espérant avoir à peu près tenu le timing, à peu près. Okay, très bien. Donc maintenant, on va évoquer dans un premier temps les procédures dites préventives et confidentielles. Une petite introduction, on est dans un monde qui évolue, et la crise sanitaire a entraîné des mutations importantes dans les modes de consommation, ce qui fait que le modèle économique d'une entreprise existant avant la crise sanitaire a peut-être évolué depuis. Et donc, tout le monde, enfin, je pense que toute entreprise doit repenser son modèle économique pour s'assurer qu'il est encore adapté à la nouvelle donne. Pierre évoquait l'IA, hein, qui intervient aussi dans les entreprises. Il faut réfléchir à son modèle économique. Pour pouvoir, on a évoqué aussi le taux d'échec des procédures dites collectives. Moi, dans ce taux d'échec, j'y vois aussi deux phénomènes importants. C'est que les gens arrivant souvent trop tard, la procédure collective qui a pour autant certains outils qui seront évoqués après, elle est la plupart du temps subie par l'entreprise et subie par le dirigeant. C'est-à-dire que si on veut utiliser les outils d'une procédure collective, il faut en amont bâtir une stratégie pour aller utiliser les leviers qui sont à la disposition de l'entreprise dans le cadre de ces procédures. Donc tout ça, ça nous vient à la notion d'anticipation. Pour que ça marche, pour qu'un retournement marche, il faut pouvoir anticiper. La base, et ça a été évoqué il y a quelques minutes, c'est de tenir des éléments, des tableaux de bord, connaître son point mort. Alors, connaître son point mort, ce n'est pas s'assurer, une fois que le bilan est sorti, de savoir si on a gagné ou perdu de l'argent. C'est mensuellement combien je dois faire pour avoir une notion de savoir si je gagne ou je perds de l'argent pour réagir rapidement et être réactif sur la situation. Donc, connaître son point mort, établir des tableaux de bord, puis faire des prévisionnels d'exploitation et surtout de trésorerie pour voir si, dans le modèle actuel et en fonction du chiffre d'affaires ou des charges que j'ai mensuellement, ma trésorerie se fragilise ou pas. Et puis, on a souvent affaire à des entreprises qui ont de la saisonnalité. Donc, sur des entreprises saisonnières l'été, on peut avoir beaucoup de trésorerie en septembre, octobre, novembre, mais il faut s'assurer que la trésorerie soit suffisante pour passer l'hiver. Donc, faire des prévisionnels, c'est quelque chose d'indispensable. Lorsqu'on se rend compte qu'à la lecture du prévisionnel, on va connaître une période d'impasse, avant d'utiliser les procédures à la disposition du tribunal de commerce, le premier point, c'est regarder si on n'a pas oublié de facturer ou de relancer pour des factures qui seraient dans la nature et non payées par les clients. Souvent, faire entrer de la trésorerie, ça permet ou faire de la relance client permet aussi d'éviter une impasse. Si faire entrer la trésorerie, ce n'est pas suffisant, il va falloir négocier les dettes et décaler des paiements, et c'est ce qu'on va voir dans le cadre des procédures préventives. Tout ça pour éviter la notion de cessation des paiements. Donc, la définition de la cessation des paiements, donc, est prévue dans le Code de commerce, c'est lorsque l'entreprise, alors la définition historique, lorsque l'entreprise est dans la possibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Donc, j'ai des dettes qui sont échues, je les comptabilise, et en face de ces dettes échues, est-ce que j'ai un actif disponible ou de la trésorerie qui me permet d'y faire face? En 2009, le législateur a rajouté un paragraphe complémentaire qui considère que dans l'actif disponible, on doit y intégrer les réserves de crédit. Donc, l'entreprise peut avoir à sa disposition des autorisations de découvert qui ne sont pas utilisées, donc on doit les additionner dans l'actif disponible. Elle peut avoir des outils de mobilisation de créances, elle peut avoir des billets de trésorerie qui viennent s'ajouter à l'actif disponible ou du stock rapidement cessible, qui viennent s'ajouter à l'actif disponible dans le calcul de la notion de cessation des paiements. Et côté passif, on peut avoir un passif échu, mais pour autant un créancier qui accepte, dans le cadre d'un moratoire, une suspension d'exigibilité ou un échéancier dans le temps, et ce passif moratorié
ne rentrera pas non plus dans le calcul du passif exigible. Et c'est sur ces sujets-là qu'on va travailler dans le cadre des procédures préventives pour sortir ou éviter une cessation des paiements. Première procédure préventive, le mandat ad hoc. Alors, le mandat ad hoc, c'est une pratique des tribunaux de commerce qui a, je pense, une bonne cinquantaine d'années. Alors, c'est pour autant toujours méconnu, ou en tout cas, ça reste quand même méconnu, mais c'est une pratique relativement ancienne qui, depuis une quinzaine d'années, s'est quand même pas mal développée. Le mandat ad hoc, c'est une démarche volontaire de l'entreprise. Donc, on a affaire à un dirigeant qui se prend en main, qui constate qu'il connaît des difficultés, que ces difficultés vont l'amener vers une cessation des paiements, et qui prend la décision d'aller voir le président du tribunal de commerce pour trouver des solutions. Un dirigeant peut être convoqué en cellule de prévention devant le tribunal de commerce, mais personne ne pourra l'imposer à solliciter l'ouverture d'un mandat ad hoc. Donc, on est bien sur une démarche volontaire. Le mandat ad hoc est confidentiel. Donc, toute personne qui est informée ou qui est intégrée dans la négociation de cette procédure est tenue à la confidentialité. Et la rupture de confidentialité a été très largement sanctionnée par la jurisprudence, puisqu'il y a une jurisprudence qui a condamné un créancier qui avait rompu la confidentialité d'une procédure de mandat ad hoc. La rupture de confidentialité avait entraîné l'ouverture d'une liquidation judiciaire sur cette société. Et le créancier qui avait en tout cas rompu cette confidentialité a été condamné dans le cadre d'une action en responsabilité à payer l'intégralité du passif de l'entreprise. Donc, on est sur des sanctions extrêmement lourdes. Donc, la confidentialité est extrêmement bien respectée. On est sur des difficultés de tout ordre. Alors, dans 99% des cas, un mandat ad hoc est ouvert sur une difficulté de trésorerie à venir. En revanche, on a évoqué précédemment les cas de mésentente entre dirigeants. Et donc, un mandataire ad hoc peut être désigné pour négocier entre des actionnaires qui ne s'entendent pas. En tout cas, tout événement qui pourrait nuire à la poursuite de l'activité de l'entreprise au-delà des difficultés financières. En revanche, on est dans de la prévention et donc pour avoir le droit de bénéficier d'une procédure de mandat ad hoc, il ne faut pas être en cessation des paiements. Donc, on est bien dans cette notion d'anticipation. On tient des tableaux de bord, on fait des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie. Et lorsqu'on se rend compte qu'on va aller vers une impasse, on peut aller dans un mandat ad hoc. Donc, le but du mandat ad hoc, c'est d'éviter la cessation des paiements. On va passer à la conciliation maintenant. C'est très proche. Enfin, on est quasiment sur un tronc commun. Donc, on est sur une démarche volontaire. La procédure est totalement confidentielle. On est sur les mêmes articles du Code de commerce sur la confidentialité. La conciliation est plutôt axée difficultés financières. Et la conciliation est ouverte aux entreprises qui sont en cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Il y a une quinzaine d'années, une entreprise qui était en cessation des paiements n'avait pas d'autre choix que de déclarer sa cessation des paiements. Et donc, le législateur, en ouvrant cette procédure aux entreprises en cessation des paiements depuis moins de 45 jours, a entendu, en tout cas, essayer de trouver des solutions pour les sociétés qui pourraient être sauvables. 45 jours, ça va très vite. Donc, on est aussi là, il faut être proactif sur l'enclenchement de cette procédure si voilà, on veut éviter les procédures dites publiques. En revanche, comme on est déjà en cessation des paiements, donc en retard par rapport à la démarche de mandat ad hoc, le législateur a entendu limiter la procédure dans le temps à 5 mois au maximum. Et 5 mois, pour négocier avec différents créanciers, c'est extrêmement court. Donc là où le mandat ad hoc avait un but d'éviter la notion de cessation des paiements, dans le cadre d'une conciliation, le but sera d'en sortir, donc par la mise en place de moratoires. On va se focaliser sur la conciliation, mais les process sont exactement les mêmes pour le mandat ad hoc. Il y a juste les conditions d'ouverture qui diffèrent sur cette notion de cessation des paiements ou pas. Donc, on est dans une démarche volontaire et donc le dirigeant a le choix et peut proposer au président du tribunal le nom du mandataire ad hoc ou du conciliateur qu'il souhaiterait voir l'accompagner. Donc, préalablement, il faut rencontrer un conciliateur ou un mandataire ad hoc pour que ce dernier puisse comprendre l'histoire de l'entreprise,
quelles sont les difficultés rencontrées et surtout, qu'est-ce que l'entreprise met en place ou va mettre en place pour surmonter ces difficultés. On est dans le cadre de procédures qui ne sont pas des procédures de confort. Donc, on ne va pas faire un mandat ad hoc ou une conciliation juste par confort pour aménager des dettes. Hein. On est dans des discussions qui peuvent être difficiles pour le dirigeant. Et dans les discussions qu'on va avoir avec les différents créanciers, un créancier ne va pas accepter un réaménagement de dette sur la peur d'un dépôt de bilan derrière. Il va accepter un réaménagement de dette s'il croit dans les mesures qui sont mises dans l'entreprise. Donc, comprendre l'histoire, l'origine des difficultés et des mesures mises en place, c'est primordial. Et ce n'est pas la procédure qui va sauver l'entreprise, mais c'est le dirigeant, hein, par les décisions qu'il prendra de restructuration qui permettra de trouver des solutions. Donc, cette histoire va permettre de bâtir une stratégie et de déterminer les créanciers qu'on va impliquer dans la procédure. On est dans une procédure à la carte. On verra après les procédures dites collectives qui impliquent l'intégralité des créanciers. Dans les procédures préventives confidentielles, on peut choisir de négocier avec tel ou tel créancier en fonction des besoins de trésorerie ou des leviers que l'on doit en tout cas mettre en place. Et puis, cette rencontre préalable, elle permet aussi de s'assurer que la procédure est adaptée à la situation. Si les dettes sont tellement importantes, enfin les dettes à réaménager sont tellement importantes, s'il faut opérer une restructuration importante avec des coûts de licenciement que l'entreprise n'a pas les moyens de faire, la procédure amiable ne sera peut-être pas adaptée. Et dans le cadre des procédures collectives, il y a des solutions pour financer notamment un plan social. Donc il faudra se poser la question à ce moment-là de s'assurer du choix de la procédure. Comment ça se passe? Donc, on a vu, premier point, la rencontre avec le conciliateur, le mandataire ad hoc. Démarche volontaire, donc l'entreprise rédige une requête qui expose ses difficultés, qu'elle dépose au greffe du tribunal. Et les tribunaux, d'une manière générale, et Angers en particulier, est un tribunal très réactif sur la prise de rendez-vous. Donc, ces mesures de prévention, elles sont très appréciées par le tribunal, puisqu'on est vraiment dans le cadre d'un dirigeant qui veut sauver sa boîte, hein, qui prend des dispositions. Et donc, la convocation est à brève échéance. En règle générale, sur des créneaux horaires où il n'y a pas beaucoup de monde au tribunal, hein, donc peu de chances de rencontrer des confrères. Le rendez-vous avec le président du tribunal est dans son bureau. Donc, on n'est pas devant une juridiction, hein, on n'est pas dans une salle d'audience. On est en tête-à-tête avec le président du tribunal. Il n'est pas en robe, il est en civil, il vous écoute. Et si les conditions d'ouverture de la procédure sont remplies, il rend une ordonnance. Et c'est très réactif, et souvent le jour même, qui ouvre la procédure, qui désigne le mandataire ad hoc ou le conciliateur. Et ce mandataire ad hoc ou conciliateur a une mission de négociateur. Et que de négociateur. Il ne rentre pas dans la gestion de l'entreprise. Les leviers qui vont être envisagés dans le cadre de ces procédures, donc c'est la mise en place de moratoires sur des dettes existantes. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on ne devait pas être en cessation des paiements. Mais là, on peut ne pas être en cessation des paiements et pour autant avoir des dettes. Alors, des dettes qui peuvent être à échoir, on a des encours fournisseurs, les dates d'échéance ne sont pas passées, mais pour autant, l'encours, il est là et on va pouvoir travailler dessus, si nécessaire. Mais on peut aussi avoir des dettes et de la trésorerie en face, sauf que en payant les dettes, on peut ne plus avoir les moyens de financer le cycle d'exploitation. Hein. Et donc, on a le droit d'avoir des dettes sans être en cessation des paiements. Et donc, on va, nous, négocier des échéanciers sur ces dettes si c'est nécessaire. Si l'entreprise ne sera pas en capacité de payer ses dettes sociales et fiscales, donc il y a des décalages qui vont être mis en place et une négociation avec ces créanciers va pouvoir être engagée, le plus souvent via la commission CCSF. Alors, je vois qu'ils sont présents à ce webinaire, qui étudie avec beaucoup de bienveillance la mise en place des échéanciers en fonction des capacités de l'entreprise, dans des délais maximum de 24 mois, sur la base d'un prévisionnel, voilà, qui permettent de le justifier. On va négocier des maintiens de concours court terme, parce que il arrive qu'un mandat ad hoc, une conciliation soit ouvert en phase de dénonciation de concours court terme. Les bilans n'ont pas été bons, les banques prennent peur et dénoncent les concours. Dans le cadre de cette procédure, on va négocier des maintiens pendant des périodes déterminées.
On va négocier avec les banques des suspensions en capital des échéances bancaires, des minorations de loyer de crédit bail lorsqu'il y a des financements par crédit bail, ce qui est souvent le cas dans les entreprises de transport ou dans l'industrie avec des machines relativement importantes financées en crédit bail. On peut négocier, même si c'est très rare, des abandons de toute ou partie de créance. Alors je dis c'est très rare, et en règle générale, ça se négocie lorsque c'est un point indispensable pour éviter une liquidation. Mais les créanciers sont... l'abandon de créance est quelque chose d'assez anecdotique et rare, quand même, dans le cadre de ces procédures. Et on va pouvoir aussi réaménager, dans le cadre des conciliations, les prêts garantis d'État, en repartant sur des périodes de franchise et des allongements de PGE. Classiquement, on arrive à repartir sur des périodes de gel de 12, 18 ou 24 mois sur le PGE et on les réaménage alors dans la loi, quelle que soit la durée, donc on pourrait les réaménager sur des délais très longs. Dans la pratique, les banques se limitent à un allongement de 48 mois au maximum, ce qui fait qu'un PGE qui arrivait à échéance 2026, on va pouvoir le reporter jusqu'en 2030. Alors, on va pouvoir négocier, parce que je dis bien que le créancier n'est pas obligé d'accepter, et on est quand même dans le cadre d'une phase de négociation, là où on verra que dans les procédures collectives, les choses sont un peu plus imposées. J'ai laissé 3 petits points, parce qu'en fait, tout peut être imaginé, on est dans l'amiable. Il y a très peu d'articles dans le Code de commerce sur cette procédure, et la liberté d'interprétation est grande. Juste une question rapide pour compléter. Sur les négociations que tu as pu mener avec, sur des cas d'entreprise, est-ce que c'est systématiquement avec les banques qu'on négocie ou systématiquement avec les fournisseurs ou c'est systématiquement les deux Ouais, dans l'ordre, la priorité, c'est la négociation bancaire. C'est de soulager l'entreprise par un gel des financements pendant une période. Si ça, ce n'est pas suffisant, ou si l'entreprise arrive tardivement, ce qui est souvent le cas, le levier bancaire, le gel des prêts, il soulage l'entreprise dans le temps, ce n'est pas immédiat. Et souvent, l'entreprise, on arrive dans une situation où elle ne peut pas payer ses charges sociales et fiscales. Et donc, le deuxième levier après les banques, c'est la commission CCSF, parce qu'on arrive trop tard. Lorsque c'est bien anticipé, le levier bancaire, il est suffisant. Et si on arrive trop tard et si le levier est tel que la CCSF n'est pas suffisante, là, on va arriver à négocier avec un bailleur, quelques fournisseurs. On ne parle pas de l'intégralité. On va en prendre quelques-uns, soit un fournisseur significatif, soit un fournisseur qui n'est pas déterminant pour l'avenir de l'entreprise. Parce que si on intègre un fournisseur à la procédure, bien sûr que demain, il va continuer à livrer, mais contre un paiement au cul du camion. Donc, il y a une incidence sur le BFR. Donc voilà, c'est vraiment si c'est le dernier levier pour éviter une procédure collective, le fournisseur. Donc c'est très rare. Mais numéro 1, les banques. Et si ce n'est pas suffisant, numéro 2, la CCSF. Merci. Alors quand je dis banque, c'est banque et crédit bailleur. Et alors, si on va, lorsqu'on est sur un groupe d'entreprises et qu'on a une SCI qui détient les bâtiments, on va aussi sur la SCI pour que la société d'exploitation ait moins de loyer à payer pendant une période. Et donc, on va demander aux banquiers de la SCI aussi de geler les prêts de cette dernière pour pouvoir absorber la baisse de loyer. Dans un monde idéal, sur un planning de conciliation à 5 mois, je vous dis le monde idéal, il est rare, parce que 5 mois, c'est très court. Moi, je vais considérer qu'on est quasiment dans une mini-période d'observation. C'est une mini-procédure de sauvegarde ou de redressement. Donc, on est sur une entreprise fragile, donc un euro qui rentre dans l'exploitation doit financer l'exploitation pour l'avenir. Donc nous, on va demander, dès l'ordonnance, le jour même où on reçoit l'ordonnance, on va demander aux banques de geler les prêts et de maintenir les court termes. Souvent, les banques attendent une première réunion pour pouvoir se prononcer, pour comprendre de quoi il s'agit. Et nos interlocuteurs ne sont pas les interlocuteurs de l'entreprise, nos interlocuteurs sont au siège. Donc, ils ne connaissent pas l'entreprise, ils ont besoin de comprendre pourquoi elle en est là, quels outils on va mettre en place pour trouver de la rentabilité avant de geler. On prend contact avec les organismes sociaux et fiscaux si nécessaire et les fournisseurs si nécessaire. On va recevoir des déclarations de créances. On va travailler avec le cabinet comptable puisque l'expert comptable est un acteur incontournable de cette procédure sur un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie avec 2 hypothèses. Première hypothèse, on va montrer aux créanciers que s'il ne se passe rien, donc prévisionnel en cycle d'activité normal, on va être en impasse.
Et donc, on va expliquer pourquoi on est dans cette procédure et pourquoi on n'est pas dans du confort. Si on fait une demande, c'est qu'il n'y a pas le choix. Et puis, on va faire un deuxième prévisionnel dans lequel on va imaginer un scénario de réaménagement des dettes qui va consister, par exemple, à rembourser les dettes sociales et fiscales sur 18 mois, et puis à demander aux banques de geler le prêt pendant 12, 18, 24 mois et à réaménager derrière en fonction des capacités à venir de l'entreprise. Si dans le cadre des réunions bancaires, les créanciers, enfin les banques sont favorables au plan, parce que les moratoires qui vont être présentés aux créanciers sociaux, fiscaux ou aux fournisseurs seront financés par des gels de prêts. Donc d'abord, on a besoin de savoir si les banques sont ouvertes à la négociation. Et si elles le sont, on va diffuser le plan aux autres créanciers et à la CCSF. On va négocier. On va rédiger un protocole de conciliation lorsqu'on aura l'accord de tout le monde sur ce prévisionnel prudent. On va mettre en place le plan. On va remettre ce protocole au président du tribunal de commerce qui va constater qu'un accord a été trouvé et que cet accord met fin aux difficultés de l'entreprise qui n'est plus ou qui n'est pas en cessation des paiements et va mettre fin à la procédure de conciliation qui va s'arrêter à ce stade. Le conciliateur peut avoir une mission de suivi, et là dans 99% des cas, parce que souvent, lorsqu'on raménage des prêts bancaires, on va se dire par exemple, pendant un an, on ne va pas payer, et avant la reprise des prêts, on va faire une réunion pour s'assurer que l'entreprise est en capacité de respecter le protocole de conciliation et reprendre les prêts. Si ce n'est pas le cas, la discussion est à nouveau possible si les banques l'acceptent. Et donc, on peut retourner dans le cadre d'une conciliation pour réaménager à nouveau, surtout depuis quelques années, dans un contexte où on fait des prévisionnels et tous les ans, on a des mauvaises surprises qui font que ces prévisionnels, ils sont difficilement atteints. Voilà. OK. Alors, tu as une entreprise de TP que tu as accompagnée qui va nous donner un exemple très concret de ce qui a pu être obtenu. Ouais, alors c'est un exemple simple, mais alors qui est sur un cas concret dans le cadre d'intempéries dans le bâtiment. Donc on a dans le bâtiment, et je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais enfin bon, quand il y a de l'intempérie, souvent le TP ne peut pas travailler. Si le TP ne travaille pas, ils ne facturent pas, ils n'encaissent pas, et puis donc on peut avoir un trou de trésorerie. Mais cet exemple, il est aussi adapté dans une conjoncture pouvoir d'achat qui fait que pendant une période, on vend moins, ou des décalages de commandes qui fait qu'on encaisse moins pendant une période. En fait, le schéma, il est un peu le même. Donc là, on est sur un cas concret. Heureusement que vous êtes devant vos écrans parce que ça va être petit. Donc Pierre va pouvoir tourner. Je suis sur un cas concret d'une entreprise de TP qui a une autorisation de découvert de 50 000 euros, qui est utilisée intégralement à fin décembre et courant janvier, elle a peu d'encaissement parce qu'il y a des intempéries et qu'elle ne peut pas travailler. Si rien n'est fait, donc on a des flux de trésorerie négatifs en payant les charges courantes qui l'amènent à un solde théorique, donc c'est la ligne jaune fluo. Si rien n'est fait, donc fin janvier, elle est à moins 72 000 euros pour un découvert de 50 000. Elle est en cessation des paiements et elle ne peut plus financer son exploitation. Donc il y a une procédure de conciliation qui a été ouverte. Dans le cadre de cette procédure, l'entreprise a décalé des échéances sociales, fiscales et caisse de congés payés, a gelé ses prêts. Le gel sur le... Alors, revenez en arrière, s'il te plaît, Pierre. Ouais. Donc, le cumul des blocages la fin janvier a été de 20 000 euros. Donc, le solde de trésorerie est à moins 51 000 en fin janvier. Ça fait, il y a 1 800 euros d'impasse en décalant une traite fournisseur. Ça passe et le dirigeant passe le cap. Pareil sur février. Et puis sur mars, il commence à reprendre des couleurs parce qu'il recommence à travailler, à facturer et à encaisser. Donc la trésorerie commence à se détendre. Cette dette accumulée, il faut la rembourser. Donc il y a un plan sur 18 mois qui a été mis en place avec les organismes, avec l'URSSAF, ProBTP et la TVA. Concernant la caisse de congés payés dans le bâtiment, les entreprises payent un an à l'avance. Donc les accords qui ont été trouvés avec la caisse, c'est que le trimestre qu'on a décalé, on va le régulariser sur 12 mois pour pas qu'il y ait d'impact sur l'indemnisation des salariés pendant cette période ou le départ des salariés s'il y a des départs. Mais cet échéancier, il n'est pas supportable par l'entreprise telle qu'elle, donc on va négocier un report des prêts pendant 12 mois pour aider au remboursement de ces dettes. Ce qu'on voit sur la période, c'est que ça passe, et puis c'est surtout la courbe de trésorerie derrière qui va être beaucoup plus parlante.
D'accord. Où on voit donc ligne rouge, si l'entreprise ne fait rien, donc on se souvient, autorisation de découvert 50 000, elle ne fait rien, elle plonge, jamais elle ne refait surface. Donc on est vraiment sur un cycle où le ça ira mieux demain, il n'existe pas. Hein, elle ne rattrapera pas. La ligne bleue, donc on voit les effets de la procédure. Donc une trésorerie qui remonte assez rapidement dès le démarrage grâce au décalage social-fiscal, qui se stabilise dans le temps entre le remboursement des dettes sociales et fiscales et le gel des prêts. On a une période où on redescend, alors qu'une période avec une saisonnalité quand même d'hiver, mais aussi le plan CCSF qui perdure encore pendant 6 mois, donc qui pèse sur la trésorerie, mais on reste dans les autorisations de découvert qui ont été maintenues dans le cadre de la procédure et l'entreprise passe le cap. Très bien. Très rapidement, l'intérêt de la procédure, sans tout détailler, le premier intérêt de la procédure, c'est la confidentialité. Les clients ne sont pas informés, les fournisseurs ne sont pas informés. Donc cette confidentialité fait que, alors ça a été énoncé à l'audience solennelle la semaine dernière, le taux de réussite des procédures amiables est de l'ordre de 70%, là où les procédures collectives, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, c'est très faible. Dans certains cas, avec l'appui du tribunal, on peut imposer des accords sur des créanciers récalcitrants hein, dans l'appurement des dettes ou imposer des moratoires jusqu'à 24 mois. Les accords en force exécutoire et surtout ce qui est intéressant, c'est que les cautions sont protégées par ces accords. Il y a des crédits d'impôt qui sont remboursables par anticipation dans le cadre des procédures de conciliation. Et le point important, c'est que lorsqu'on est en conciliation, donc on y rentre, on est en cessation des paiements, et on va pouvoir y rester pendant 5 mois. Il y a la jurisprudence qui est apparue la semaine dernière d'ailleurs sur ce point-là. On a le droit de rester en cessation des paiements pendant 5 mois, tout le temps de la procédure. Et le tribunal n'a pas le droit d'ouvrir une procédure collective sur assignation d'un créancier pendant la procédure de conciliation. Donc on a une vraie protection pour travailler sereinement dans le cadre de cette procédure. Alors parfois, je mets préalable à une procédure collective préparée. J'ai évoqué le fait que il fallait bâtir une stratégie avant d'aller faire une procédure collective, hein, si les leviers de l'amiable ne sont pas suffisants. Et parfois, restructurer l'entreprise, c'est fait dans le cadre d'une procédure amiable pour arriver en période d'observation sur une entreprise qui ne perd plus d'argent et qui sait vers quoi elle veut tendre. Très bien. Voilà. Merci. Donc, en cas d'échec, ça peut arriver, donc. Alors, juste pour dire, en cas d'échec, il n'y a pas de conversion automatique en procédure collective, hein, contrairement à une sauvegarde qui serait un échec ou un redressement qui serait un échec. Donc, il n'y a pas de conversion automatique. Le dirigeant, on est dans une procédure volontaire. Le dirigeant fait ce qu'il veut, mais il a des obligations s'il est encore en cessation des paiements. Hein, voilà. OK. Bien, on va repasser la parole à M. de Rémaux pour parler de la sauvegarde rapidement, qui est là une procédure collective, c'est-à-dire qu'elle va concerner tous les créanciers. Oui, merci, merci Guillaume. Donc, effectivement, si les difficultés d'entreprise sont plus structurelles et perdurent à l'issue de démarches préalables qui auraient été menées, on va disposer d'une procédure qui s'appelle la procédure de sauvegarde, qui est une procédure qui est connue, c'est-à-dire elle est publiée au BODAC, donc le milieu économique environnant de l'entreprise va savoir que l'entreprise est en sauvegarde. C'est une administration qui reste dans la main du dirigeant, bien évidemment, toujours, et qui met temporairement l'entreprise à l'abri des créanciers pour lui donner le temps de bâtir un plan de ce qu'on appelle un plan de sauvegarde, c'est-à-dire en gros une réorganisation de l'entreprise pour arriver à une situation de rentabilité et de trésorerie qui tiennent debout. Donc, c'est d'abord et avant tout une démarche volontaire. Elle est limitée dans le temps puisque c'est 12 mois maximum. On ne doit pas être en cessation de paiement. Guillaume vous l'a défini tout à l'heure. On ne doit pas y être. C'est une procédure publique, je viens de le dire. Et les difficultés sont de tout ordre. J'ai tendance à dire souvent que c'est un peu caricatural, mais on résout des problèmes plus ponctuels avec des conciliations des mandats ad hoc et on résout des problèmes plus structurels avec des procédures de type sauvegarde. Mais on est bien là encore dans la prévention. On peut avancer. Bon, ça, je l'ai dit, ça c'est bon. Suivant, voilà.
Dans une procédure de sauvegarde, le tribunal va nommer un certain nombre d'acteurs. Alors, il y a toujours le dirigeant, bien sûr, le mandataire judiciaire qui est chargé de la vérification du passif, l'administrateur judiciaire qui peut être nommé avec une désignation qui est obligatoire pour le coup quand il y a au moins 20 salariés et un chiffre d'affaires qui dépasse 3 millions. En dessous, ce n'est pas obligatoire de nommer un administrateur. Avec une mission de surveillance de l'entreprise et ou d'assistance à la direction de l'entreprise. Vous voyez bien qu'avec le mot assistance à la direction de l'entreprise, la main du dirigeant est un peu moins libre quand il y a un administrateur qui a une mission d'assistance. Et puis, le tribunal nomme aussi un juge-commissaire qui est un membre du tribunal de commerce qui veille à la protection de chacune des parties et surtout, et d'abord et avant tout, au bon déroulement de la procédure. Donc, il est amené à valider des créances, il est à autoriser des cessions d'actifs, des choses comme ça. Simplement, ça vous montre bien que la procédure surveille ce qui se passe et ne permet pas aux dirigeants de faire tout seul n'importe quoi. Il est dans une procédure organisée avec des gens qui l'encadrent. Il reste le dirigeant de son entreprise, mais il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter et les mandataires administrateurs et juges commissaires sont là pour ça. La mise en place de la période d'observation permet, alors elle dure 6 mois renouvelables une fois, c'est-à-dire 12 mois au maximum, et ça permet d'effectuer un bilan économique et social de l'entreprise, d'étudier les possibilités de redressement et d'élaborer un plan de sauvegarde. Donc on a dit 12 mois, et à la fin de la période, il y a plusieurs hypothèses possibles. C'est soit on adopte le plan de sauvegarde qui a été dressé, c'est-à-dire qu'on a réussi à réétaler les dettes sur une période suffisamment longue, on a réussi à redresser une bonne partie de la rentabilité de l'entreprise et on a réussi à reconstituer de la trésorerie, ce qui permet à l'entreprise de continuer à exploiter. Si on n'a pas réussi ça, c'est possible. Et à ce moment-là, on a une transformation de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, voire en liquidation judiciaire, selon les cas, si c'est vraiment pas possible dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire d'élaborer un plan de redressement sur 10 ans. Donc on peut parfois passer directement à la liquidation judiciaire. Le redressement judiciaire, c'est aussi une démarche volontaire du chef d'entreprise par définition, mais ça peut être aussi sur assignation d'un créancier. Donc, on a fréquemment des demandes de mise en redressement judiciaire à l'intention d'entreprise par exemple, les organismes sociaux et fiscaux, et notamment sociaux. Enfin, l'URSSAF, quand il y a des retards de paiement importants, fait une procédure avec demande de mise en redressement judiciaire, une assignation en redressement judiciaire d'une entreprise. C'est limité dans le temps, on l'a vu. L'état de cessation, contrairement à celui de la sauvegarde, l'état de cessation des paiements est avéré. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un actif qui ne permet pas de combler le passif immédiat. Et donc, en gros, on ne peut plus payer les salariés, on ne peut pas payer ses fournisseurs, on ne peut plus rembourser son banquier, on ne peut plus payer l'URSSAF et ainsi de suite. C'est une démarche publique, elle est publiée au BODAC et elle traite évidemment de difficultés de tous ordres. C'est les mêmes organes que la procédure de sauvegarde, un mandataire et ou un administrateur et un juge-commissaire. Le passif est gelé pendant toute la période, mais il faut démontrer la capacité d'entreprise à être rentable et être capable d'être suffisamment rentable pour non seulement faire vivre l'entreprise au jour le jour, mais aussi rembourser sur une période étalée, 10 ans maximum,
le passif qu'on a gelé. Parce que, évidemment, quand on dit un passif gelé, ça ne veut pas dire qu'il est mis dans la glace éternelle au Groenland pendant longtemps et qu'il n'existe plus. Il est toujours là. Il est simplement réparti après sur une dizaine d'années, ou moins, si on est capable de faire mieux. Et donc, il faut que chaque année, l'entreprise dégage une rentabilité suffisante pour pouvoir à la fois financer son exploitation et sa trésorerie, mais aussi payer son passif au fur et à mesure. À l'issue des 12 mois d'observation d'une procédure de redressement judiciaire, on a construit un plan de redressement et donc on sait sur 10 ans comment on va faire pour épurer le passif. Ou alors, on n'a pas réussi à construire un plan de redressement et on transformera la procédure en liquidation judiciaire. On peut aussi utiliser la procédure de redressement judiciaire pour essayer dans les solutions, de trouver des solutions externes, c'est-à-dire avec la cession de l'entreprise et élaborer un plan de cession, entre guillemets, un peu comme un plan de redressement, mais enfin, la procédure donne le temps de rechercher, par exemple, des gens qui seraient intéressés par un savoir-faire, par d'une entreprise, et donc on peut trouver des moyens d'organiser des cessions d'entreprise et des reprises d'entreprise par des gens qui viennent recapitaliser et donc résoudre les problèmes de trésorerie. Néanmoins, le passif existe toujours et même si l'entreprise est reprise, les créanciers auront sans doute beaucoup de larmes à verser. La liquidation judiciaire, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire que c'est la fin de l'entreprise. On a toujours le mandataire présent et le juge commissaire. Schématiquement, on vend tout ce qu'on peut vendre, on récupère tout ce qu'on peut récupérer, on va chercher l'argent partout qui est dû à l'entreprise, on essaie de le faire rentrer au maximum, et avec ça, on paye les différents créanciers, sachant que tous les créanciers n'ont pas le même rang, ou en tout cas la même priorité. Il y a des créanciers qu'on appelle super privilégiés, en tête de quoi on trouve bien évidemment les salariés, puis après les organismes sociaux et fiscaux, les impôts, l'URSSAF, et ainsi de suite. Et puis, au fur et à mesure, on est de moins en moins dans les privilégiés des créanciers, et on termine par les chirographaires. Et donc, on prendra l'ensemble des sommes récupérées pour payer dans l'ordre et ensuite faire des répartitions sur ce qui reste quand il en reste. Je dis bien quand il en reste parce que souvent, il n'en reste pas beaucoup. Donc, extinction du passif ou là, on a réussi à payer tout le monde, soit insuffisance d'actifs. Et on a, je peux vous le dire, parce que comme je m'occupe aussi des clôtures dans le tribunal de commerce, on a quand même beaucoup de dossiers qui terminent avec des sommes relativement importantes d'insuffisance d'actifs. Parfait. Quelques réflexions sur les procédures. L'attitude du dirigeant pendant la procédure, je le dis parce qu'elle n'est pas toujours, c'est pas toujours acquis, mais on doit avoir des dirigeants qui doivent être coopératifs. Ce qu'il faut bien comprendre pour un dirigeant quand il est en procédure, c'est qu'on n'est pas là pour l'enquiquiner, on n'est pas là pour le juger, on n'est pas là pour lui vouloir du mal, on est là pour essayer avec lui de trouver les moyens de sauver son activité. Donc, on a des dirigeants qui ne sont pas toujours coopératifs. Il me semble qu'ils ont tout intérêt à l'être. Ce n'est pas pour nous, c'est pour leur intérêt à eux. La deuxième attitude qui me paraît excessivement importante, et elle n'est pas facile, mais pourtant elle est, je crois, essentielle, c'est la transparence avec ses différents partenaires. Alors, transparence avec ses fournisseurs, ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, parce que de toute façon, les fournisseurs sont là, ils le savent et ils ne sont pas payés, donc il y a intérêt à être clair avec eux. Je pense aussi qu'il y a un intérêt à être très clair avec ses clients. Garder la confiance de ses fournisseurs et de ses clients, ça passe par la transparence.
Si vous faites des choses en secret, que vous ne dites pas, que vous faites un peu caché de tout le monde, les gens sont inquiets, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas comment ça évolue, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir garder un espoir ou pas un jour d'être réglés s'il s'agit de fournisseurs, ou un jour d'avoir la livraison de leurs produits s'il s'agit de clients. Il y a un troisième acteur avec lequel ça me paraît essentiel aussi pour réussir une procédure, quelle qu'elle soit, c'est la transparence avec ses collaborateurs. Il faut être très clair avec son personnel. Au moment où votre entreprise est en difficulté, vous avez besoin de l'ensemble de votre personnel et l'ensemble de votre personnel au maximum de sa motivation. Parce que sinon, vous n'en sortirez pas. On ne sauve pas une entreprise contre son personnel, ça n'existe pas. Il faut donc que le personnel soit très clairement informé de ce qui se passe et ce qu'on attend d'eux et comment on va le faire et de montrer les résultats au fur et à mesure. Je crois que cette transparence, elle me semble essentielle. La deuxième réflexion, c'est plus on commence tôt, mieux c'est. C'est d'une simplicité biblique, mais pourtant c'est rarement le cas. Et de ce point de vue-là, il y a trois personnages importants dans la vie d'une entreprise, en dehors du dirigeant. Il y a le commissaire aux comptes, quand il s'agit d'entreprises qui ont des commissaires aux comptes. Je rappelle que les commissaires aux comptes ont des devoirs d'alerte, c'est-à-dire que quand ils considèrent que les comptes de l'entreprise sont de nature à démontrer une difficulté à continuer l'exploitation, ils ont l'obligation d'informer leurs clients. Et si leurs clients ne bougent pas, ils ont l'obligation d'informer le président du tribunal de commerce. Donc plus les commissaires aux comptes feront des signalements, plus on sera en anticipation. On est déjà avec des difficultés, mais sachez qu'on arrive souvent bien après ça. Le rôle de l'expert comptable me paraît aussi, lui, essentiel auprès des entreprises, et notamment dans les petites structures où on a plus, où on n'a pas comme dans les grandes entreprises des services financiers structurés qui font des analyses, qui tiennent des tableaux de bord, qui ainsi de suite. L'expert comptable est le partenaire privilégié du dirigeant. On a trop de gens, alors je ne suis pas d'accord avec ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, on a trop de gens qui nous disent en déclaration de cessation de paiement, c'est mon expert comptable qui m'a planté. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est jamais l'expert comptable qui plante. Par contre, il y a des experts comptables qui n'ont pas suffisamment accompagné leurs clients et qui font que leurs clients arrivent trop tard. Et là-dessus, je crois qu'ils ont vraiment un rôle important. C'est la même chose pour les banquiers. On a des gens qui nous disent « Ah ben, le banquier m'a planté, il ne veut plus que j'ai du découvert. » Ben oui, c'est pas le banquier. Le banquier, il a des règles. Il a des règles de fonctionnement. Ceci dit, il me semble important que le banquier, qui est au courant de l'ensemble des mouvements qui sont sur les comptes de son client, puisse à un moment donné avoir des rendez-vous avec ses clients et dire « Attention, monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Attention, monsieur, il y a quelque chose. » Et on n'a pas beaucoup, ou en tout cas pas suffisamment de banquiers qui le font. Le trio dirigeant, expert comptable, banquier est déterminant dans la capacité d'anticipation des difficultés des entreprises. Si ce trio-là ne fonctionne pas, ne communique pas entre eux, on arrivera au tribunal de commerce dans l'état où les entreprises arrivent aujourd'hui, c'est-à-dire à 90% de liquidation judiciaire et à 10% de redressement. Merci, voilà un message qui est bien passé. Avant de passer aux questions, vous vouliez nous faire une petite invitation, je crois, pour une autre réunion du genre. Voilà, une autre réunion du genre, mais sur un format plus long et organisé différemment. Si vous n'avez rien à faire, mais je sais que vous avez quelque chose à faire, mais quand même vous serez capable de prendre du temps, le 14 mars 2025, de 15h à 17h à la fac de droit d'Angers, le tribunal de commerce organise avec la faculté de droit un colloque sur la sauvegarde des entreprises. Donc on sera plus détaillé et plus incisif qu'on a pu l'être en 1 heure, puisqu'on disposera de 3 heures. Il y aura 3 ateliers sur pourquoi la sauvegarde, quand la sauvegarde et comment la sauvegarde. Voilà. Donc c'est des procédures qui sont... Alors, plus il y aura de chefs d'entreprise venant à ça, moins vous aurez le sentiment que si vous y allez, vous serez jugé parce que vous aurez l'impression vous donnerez l'impression d'avoir des difficultés.
Donc, venez nombreux. C'est important de s'informer. Voilà. Merci. Ben, écoutez, vous pouvez. Alors, de combien de temps est-ce que vous disposez encore pour nous, messieurs? Là, il est quand même 10h15. On a été un peu long. Est-ce qu'on peut prendre 10 minutes, un quart d'heure de questions? Oui, pour moi, oui. Oui, oui, pour moi aussi. Pour moi aussi. D'accord. Écoutez, donc, je propose que vous ouvriez vos micros et que vous vous présentiez pour poser des questions aux intervenants, là, si vous le souhaitez. Et il y a Eric qui veut poser une question. Ouais, Pierre, bon. Pierre, si tu peux retirer le PowerPoint, ça permettra d'avoir tous les… Ok, je vais essayer de faire ça, ouais. Pardon. Excuse-moi, Eric. Juste arrêter le partage. Il faut juste arrêter le partage. Je voulais vous féliciter, faire remercier Pierre d'avoir organisé cette réunion et féliciter les deux intervenants, les deux Pierre. Pardon, Pierre et Guillaume. Bravo l'un à l'autre, c'était très clair, très pertinent et c'est tout à fait, comment on va dire, important de sensibiliser les chefs d'entreprise dans les périodes qu'on traverse. Alors, je voulais peut-être ajouter deux choses. Derrière enfin, on attribue peut-être trop de responsabilités au Covid. Je crois qu'aujourd'hui, on va traverser ou on traverse déjà des périodes de turbulence fortes avec des mutations importantes. C'est des enjeux climatiques, mais énergétiques, mais démographiques aussi, environnementaux, etc., etc. Donc, c'est clair que ça signifie que comment on va dire, les procédures qui ont été présentées sont tout à fait pertinentes et vont être plus qu'utiles dans ces périodes de tempête. Et ça veut dire aussi, comme ça a été évoqué, il faut absolument que les entreprises qui se créent soient vraiment bien armées pour affronter ces difficultés. Et ça veut dire qu'on constate souvent qu'elles sont sous-capitalisées. Et j'ai des souvenirs dans l'exercice de mon métier, comment on va dire, de constater la méconnaissance que pouvaient avoir les dirigeants sur les besoins de financement du développement d'une entreprise. Les besoins de financement de l'exploitation sont proportionnels à celle du chiffre d'affaires. Si une entreprise double son chiffre d'affaires, ce qui paraît normal sur les 2-3 premières années, elle double ses besoins de trésorerie, c'est mathématique. Et comment elle peut financer ces nouveaux besoins de trésorerie, cet accroissement de besoins de trésorerie, c'est par son autofinancement. Donc l'entreprise est condamnée à gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Ce n'est pas pour s'en mettre plein les poches, ce n'est pas pour distribuer du dividende, c'est parce que c'est le carburant de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il faut que les uns les autres, quand on accompagne, surtout les chambres de commerce, les experts comptables ou autres, des entreprises dans leur développement, il faut absolument qu'on les sensibilise à ça. Elles sont condamnées à gagner beaucoup de sous pour faire face à ces difficultés, à ces trous d'air, à ces saisonnalités, à ces aléas climatiques, comme c'était évoqué pour un couvreur ou autre. Voilà, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient beaucoup plus capitalisées qu'elles ne le sont sans doute actuellement. Voilà ce que je voulais dire. Oui, si je peux réagir, Eric, tu as raison. Parce qu'on parle de difficultés d'entreprise, mais ça arrive quand même régulièrement qu'on ait des entreprises qui viennent nous voir parce qu'elles ne financent plus leur BFR. Et donc, ils sont contents parce qu'ils prennent des grosses commandes. Et il y a un moment sur une entreprise convalescente, en fait, il ne faut pas qu'elle aille chercher des grosses commandes parce qu'elle ne sera pas capable de les honorer. Donc, faut quand on est convalescent, il faut repartir doucement, quoi, enfin, à son rythme. Et c'est vrai que c'est… Je dirais même quand on est en bonne santé, il faut y aller aussi doucement. Il ne faut pas aller au-delà de ses moyens. Il vaut mieux privilégier la rentabilité que le développement. J'ai des exemples très criants dans des entreprises de bâtiments, parce que c'est un domaine que je connais plutôt bien, et dans le domaine de la restauration, où je vois des chefs d'entreprise qui passent leur temps à racheter des boîtes. Ouais. C'est bien joli. C'est bien joli, sauf qu'à un moment donné, quand vous faites 10 millions de chiffres d'affaires, vous rachetez 3 millions de chiffres d'affaires, et bien, il faut financer 3 millions de chiffres d'affaires en plus. Absolument. Et quand la boîte qui est rachetée n'est pas forcément en très bonne santé, elle n'a pas de trésorerie. Donc, celui qui va mettre la trésorerie, c'est celui qui a racheté. Et on s'aperçoit que à vouloir racheter comme ça, alors ça donne l'impression de grossir, de devenir plus important, d'avoir plus de volume, plus d'activité, plus de tout. Mais on a aussi plus de besoins de financement. C'est clair. Voilà. Non, mais il vaut mieux une croissance interne qu'une croissance externe. Il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement. J'avais une vieille règle, je la cite parce je la trouve plutôt sympa.
j'ai un patron un jour à qui j'avais proposé de racheter une entreprise, c'était dans le domaine de l'électrification, à qui j'avais proposé de racheter une entreprise et qui était une boîte plutôt sympathique. Et, et il me dit, Pierre, quel est le meilleur des collaborateurs que vous avez actuellement, que vous mettez dans l'entreprise que vous allez racheter pour pouvoir la faire tourner correctement? On n'a pas racheté l'entreprise. On n'a pas racheté l'entreprise. Je ne pouvais pas, à ce moment-là, me séparer de ce collaborateur-là. Donc, il y a aussi le besoin de financement, il y a aussi le besoin en hommes pour aller piloter les développements. Voilà, c'était une anecdote. Merci. J'aurais une petite question sur les licenciements économiques. C'est une période où on voit arriver effectivement cette question qui ressurgit à la faveur de baisse d'activité, des gens qui sont un peu en sureffectif. Guillaume, je crois, l'a évoqué tout à l'heure, quand on a un plan à faire et qui coûte des sous, il n'y a pas vraiment d'autre solution que de passer par le redressement, c'est ça, à cause des AGS qui prennent en charge Encore une fois, ça dépend le coût. En fait, on en revient toujours à ce prévisionnel de trésorerie. Quel levier on a besoin et est-ce qu'il est suffisant en amiable ou pas? Et s'il n'est pas suffisant en amiable, effectivement, c'est les AGS en procédure collective. Ouais. Mais enfin oui, il y a ce sujet, mais nous, on a eu des sujets sur des licenciements aussi pour inaptitude qui coûtent très cher. Enfin, c'est pareil. C'est des boîtes qui se retrouvent en difficulté parce qu'il y a un licenciement qui coûte 100 000 € parce que c'est de l'inaptitude et elle n'en a pas les moyens. Donc effectivement, si les leviers amiables ne sont pas suffisants, il n'y a que la procédure collective. Hein. D'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas. Pour compléter la réponse de Guillaume, c'est bien là qu'on voit que des procédures collectives ne sont pas des sanctions, mais sont bien des opportunités de gestion pour les entreprises qui veulent bien s'en servir quand il est encore temps. Quand il est trop tard, quand vous avez un cancer généralisé, vous l'avez, bon, voilà, il n'y a pas moyen de s'en sortir, pas moyen de s'en sortir. Mais quand il est encore temps, on voit bien qu'il y a de véritables opportunités de gestion à saisir. Alors, de préférence, tout ce qui est en amont est amiable. Et si ça ne suffit pas, de venir jusqu'au tribunal de commerce pour profiter de ces opportunités de gestion. Oui, parce que c'est vrai, on ne l'a pas évoqué, hein, mais il y a beaucoup d'outils dans les procédures collectives, dont la faculté de rompre des contrats. Hein, et ça, c'est vrai que c'est un point important. Hein. Et quand on discute sous protection du tribunal avec les interlocuteurs de l'entreprise, par le truchement du mandataire ou de l'administrateur, ce n'est pas la même discussion que celle du chef d'entreprise qui est en conflit avec eux. Le mandataire et l'administrateur, ils ont des positions qui sont fondées sur c'est quoi la solution qu'on construit, alors que le chef d'entreprise peut être en opposition ou en difficulté ou en relation difficile avec son interlocuteur. L'administrateur ou le mandataire, il dit attendez, moi je ne suis pas là pour régler des conflits de personnes, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour construire une solution. Quelle est la meilleure solution pour vous et pour nous? Donc c'est une position qui est différente et qui est sans doute plus constructive et plus facile, peut-être plus facile dans certains cas à négocier que de le faire de la place du chef d'entreprise qui est lui-même en difficulté. Entreprise. Il y avait une question sur qui supporte le coût, mais le coût, il est supporté par l'entreprise. Jusqu'à concurrence de la liquidation du judiciaire. Et la liquidation judiciaire fait que le passif, voilà, c'est la communauté sociale qui supporte le coût. Ce qui est pour moi pas un problème en tant que tel quand il s'agit d'un chef d'entreprise vertueux qui a essayé de faire, parce que ce qui est quand même la grande majorité, faut le reconnaître, qui a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour sauver sa boutique et qui à un moment donné n'y arrive pas et ne peut pas le faire. Et il faut distinguer ce chef d'entreprise-là à qui on ne peut pas faire de reproches parce qu'il faut savoir que, enfin moi j'en vois régulièrement qui bossent 70 heures par semaine pour essayer voire même au détriment de leur santé parfois, pour essayer de sauver la boutique et les emplois de leur boutique.
on a plutôt des gens très, très vertueux dans ce domaine-là. Il y a aussi à côté des chefs d'entreprise un peu moins scrupuleux. Dans ce cas-là, ben, il y a des procédures de sanctions qui peuvent aller jusqu'à bien sûr des interdictions de gérer, des choses comme ça, mais aussi jusqu'à des compléments de passifs. Je voulais intervenir quand même par le coup, juste pour préciser que dans le cadre des procédures amiables, il y a des assurances qui prennent en charge le coût des mandataires ad hoc, conciliateurs et des experts comptables pour l'élaboration des prévisionnels. Et vous avez ça dans la responsabilité civile du mandataire social de pas mal de compagnies. Dirigeants. Voilà, donc voilà. Enfin, en tout cas, et les assurances dans ce cas-là prennent l'intégralité du coût. D'accord. Donc c'est bon à savoir et allez regarder dans les contrats d'assurance ce que vous avez, parce que là, la cotisation, elle est modeste et par contre, la contrepartie, elle est importante. Il n'y a pas eu de questions sur les coûts, justement, ça m'étonne un peu. Est-ce que quelqu'un a envie de savoir? Alors, je crois que c'est un barème pour tout ce qui est collectif, c'est ça, monsieur? Du point de vue tribunal, c'est complètement tarifé. Il y a un barème obligatoire. Pas du côté amiable. Non. C'est librement débattu entre le mandataire ad hoc et l'entreprise. Et le juge du tribunal de commerce ne touche rien. Et le procureur de la République a une vision là-dessus quand même, puisqu'il a son mot à dire en conciliation. Oui, bien sûr. On va faire un petit coup de pub à la Chambre de commerce. La Chambre de commerce soutient l'association des juges. Merci, c'est vrai. Financièrement. Merci. Qu'elle en soit grandement remerciée. Parce que Non, mais ça nous mal. paraissait complètement normal de contribuer, que chaque juge, comme tu l'as rappelé, ne soit pas obligé d'acheter son crayon, sa gomme, son ci, son ça, sa robe et tout. Et voilà, collectivement, la Chambre peut verser. C'est pas une somme très élevée, mais au moins, voilà, ça peut des petites fournitures ou un bout de carburant ou autre que vous avez déplacé. Ça paraissait complètement normal qu'on vous soutienne sur ce plan-là. Et je te remercie grandement parce que ce n'est pas le cas dans tous les départements. C'est une particularité du Maine-et-Loire et on en est très heureux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une dernière, parce que visiblement, ça ne se bouscule pas. Non, bah écoutez, à ce moment-là, on va remercier chaleureusement nos intervenants qui ont pris le temps effectivement de nous expliquer tout ça. Je vous rappelle donc qu'on vous enverra le PowerPoint qui a été projeté, un peu avec difficulté au début, avec mes excuses. Et donc, je vous enverrai donc le lien plus tard vers la chaîne YouTube si vous voulez relire cette vidéo en intégralité. Petite info du jour que je viens d'apprendre, apparemment le RSI va faire une petite aide pour les entreprises qui vont être inondées là, dans différents coins de l'ouest de la France. Donc si vous avez des clients, vous connaissez des gens qui ont ces problèmes-là, il y aura peut-être une aide, je crois, de 2000 euros. J'essaierai de vous trouver l'info et de vous la joindre avec le PowerPoint que je vais vous envoyer. Voilà, merci encore à tous et puis je vous souhaite une bonne journée. Ok, on reste en ligne. Au revoir. Merci. Je reste connecté. Ouais. Au revoir à tous. Au revoir.